Allez François, je vous donne la parole, c'est vous qui démarrez cette interview. Oui, je qualifierais la question de taquine plutôt que coquine, comme dirait Coralie Moulary. Mon cher Philippe Bertha, pourriez-vous chanter aujourd'hui « Non, je ne regrette rien ». Ça serait sympa. Oui, d'abord, il faudra mieux se l'éviter. Je chante totalement faux. Surtout qu'on a une semaine. Moi, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais sur les choix, sur ma découverte de l'Assemblée, sur ce que j'ai tenté d'y faire, sur les petits éléments que j'ai réussi, qui peuvent paraître anodins, mais comme on m'en parle encore et qu'on continue à peu près avec le même rythme à m'inviter là où j'étais invité en tant que député, je me dis que j'ai quand même un petit peu cranté quelque chose. Donc c'est vrai que j'ai fait un mandat, un mandat un peu On va y venir, mais je voulais précisément aborder la question de François Bayrou, puisque ça a été un de vos mentors politiques. Alors je connais François Bayrou aujourd'hui, depuis 1995. Il s'est pris plusieurs casquettes, comme on dit dans le Midi, en tant que candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, il est arrivé quand même Premier ministre. Le jour où il est Premier ministre, vous n'y êtes pas. C'est un de vos amis, c'est un de vos mentors politiques, le MoDem depuis 20 ans. Non, moi je n'ai jamais fait ça pour la recherche de poste, sinon peut-être que j'en aurais eu d'ailleurs. Donc ça n'a jamais été mon objet. Non, je ne regrette pas de plus en être actuellement. Honnêtement, 7 ans ça suffisait. Et d'ailleurs, je me suis assez convaincu d'avoir fait le bon choix en temps et en heure. La vie de l'Assemblée nationale m'était devenue totalement insupportable. Insupportable par sa... d'ailleurs, chose que François Bayrou a découvert lui-même, parce qu'il avait connu l'Assemblée il y a bien longtemps. Et je pense qu'il a mis... je suis pas sûr qu'il se soit encore tout à fait adapté au contexte. C'est devenu... un climat délétère, vous avez dit souvent. Oui, complètement délétère. Et quel bilan vous direz de ces mandats, justement, aujourd'hui, avec une Assemblée nationale complètement prise dans une espèce de climat insurrectionnel? Moi, je me revois, pourtant c'est pas très vieux, je me vois rapporteur ou co-rapporteur de quelques lois. Et dans l'hémicycle d'aujourd'hui, déjà que ça a été très compliqué pour moi, je pense par exemple aux lois de bioéthique. Si les lois de bioéthique étaient à discussion en ce moment, je pense que nous, en tout cas en tant que scientifiques, et scientifiques motivés par l'avenir de nos gamins et la santé de nos gamins, on aurait tout perdu à travers cette loi de bioéthique. Donc je trouve qu'on laisse quand même des décisions d'une importance capitale, là je parle de vie et de mort, quand je parle de cela, à des gens qui s'octroient l'autorisation d'avoir des avis sur tout, de s'exprimer sur tout. Je cite toujours cet exemple parce que quand vous êtes fait traiter pendant 2 ans et demi d'eugéniste au sein de l'Assemblée nationale par des gens qui n'y connaissent rien, vous le vivez mal. Et je l'ai vraiment très très mal vécu. Quand vous avez un député qui d'ailleurs est toujours là, dont Le Monde a parlé il n'y a pas très très longtemps, le journal Le Monde, qui vous explique sous les, j'allais dire pratiquement sous les applaudissements majoritaires de l'Assemblée, que tout ce que je raconte c'est des conneries parce que les chromosomes se réparent tout seuls, donc il n'y a certainement pas besoin d'interférer avec cette réparation. Vous vous dites waouh, voilà. Moi, ce qui m'a surtout effrayé, c'est de laisser la décision, quel que soit le domaine, à des gens qui donc du coup réagissent à des mots d'ordre, ou pire, à des réseaux d'influence. Et les réseaux d'influence dans les thématiques pour lesquelles je me suis battu, j'ai mis un petit moment à les comprendre, à les capter, à les décrypter, et ils sont vraiment d'une puissance et d'une violence assez incroyable, et puis totalement bien représentés, d'ailleurs dans les domaines qui sont les miens, sur tous les bancs, et je ne m'étais pas du tout préparé à ça. Alors, législative, vous n'y êtes pas retourné, donc, mais vous avez été critiqué après votre départ dans votre propagande d'ailleurs, puisque je me rappelle de certains propos, pour avoir un peu déserté le combat en disant après moi le déluge. Non, ça ne s'est pas du tout fait comme ça. Quelles sont les raisons? Alors, le premier mandat déjà, j'ai longtemps hésité à y aller, parce que je n'étais pas sûr que ça soit vraiment fait pour moi. Mais je pense d'ailleurs que ce n'était pas vraiment fait pour moi, a posteriori. Donc, le premier mandat a été un mandat très captivant quand même, parce que c'est l'obligation de la situation. Vous tombez en pleine phase Covid, que vous êtes le biologiste de service,
forcément, vous vous retrouvez immédiatement dans une situation de responsabilisation. J'étais président du groupe recherche de l'Assemblée nationale sur la Covid. Vous avez une voix qui va porter un peu plus. Vous êtes forcément invité à peu près partout. Donc, ce premier mandat, finalement, en plus, c'était assez cocasse puisque je me suis retrouvé avec une ministre dans mon champ thématique de l'enseignement supérieur et de la recherche dont j'avais moi-même été au jury de son dernier diplôme. Donc ça a créé forcément des liens et puis ça m'a permis d'avoir un niveau de responsabilité même sur l'avenir de la recherche en France que je ne pensais jamais embrasser en étant coprésident de la mission qui a préparé toute la loi sur la recherche, même si ça a accouché d'une loi qui est forcément insuffisante parce qu'il n'y a pas d'argent et qu'on en revient toujours là à un moment ou à un autre. Le deuxième mandat, j'avais dit non. Et puis j'ai négocié mon deuxième mandat. J'ai dit écoute, à François Bayrou, puisque c'est mon président de parti, je lui ai dit écoute, le péril était là. Le péril, c'est celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire de voir un parti non républicain et non démocratique prendre la 6e circonscription du Gard. Donc, j'ai pas dit oui tout de suite. J'ai demandé 3 semaines de réflexion. Mais François Bayrou avait eu les mots justes à ce moment-là en disant « Tu te rends compte, tu vas travailler un matin, ta circonscription sera RN, et tu ne seras pas allé au combat, comment tu vas le vivre ?» Donc, j'ai dit « Ok, mais 3 ans max. 3 ans maximum. » Donc, tout était d'ailleurs fait en sorte pour qu'il en soit ainsi, puisque j'avais obtenu une mission côté Élysée et côté Matignon, qui aurait dû me permettre de laisser mon mandat de député en juin 2025. Bon, la dissolution a tout accéléré. La mission reste à faire, d'ailleurs. J'en ai reparlé encore très récemment à l'Élysée il y a quelques semaines. Mais pour moi, il n'était pas question de repartir. Donc là, aujourd'hui, vous nous dites que vous n'avez pas laissé tomber vos camarades qui ont pris la relève. Absolument pas. Non. C'est une critique qui est revenue souvent. Oui, non. En plus, je sais à qui j'ai laissé la place. C'est quelqu'un qui, pour pas le nommer, Aurélien Colson, qui va peser dans le débat politique local, j'en suis assez convaincu. Donc j'avais vraiment toute tranquillité. Après, très sincèrement, que ce soit Aurélien Colson, Philippe Berta, candidat en 2024, le résultat eût été le même. Philippe Berta, il nous reste 5 minutes. On a encore beaucoup de questions à vous poser. Pour rester dans la même thématique rapidement, ce matin, la une de Libération explique s'il y a de nouvelles épidémies, est-ce que la France est prête ? Vous avez parlé il y a quelques instants des missions, de ce que vous avez pu faire en tant que rapporteur sur le Covid. Rassurez-nous, est-ce qu'on est prêt si demain on se retrouve avec une nouvelle épidémie comme le Covid ? Alors on sera moins démunis, mais affirmer ici qu'on sera totalement prêt, en tout cas, quoi qu'il en soit, s'il y a une épidémie de ce type-là, je préfère définitivement être en France qu'aux États-Unis. Parce que quand on connaît leur ministre de la Santé Kennedy, quand on connaît tout le parcours, ça fait juste froid dans le dos. Donc on a quand même créé effectivement on a créé une belle structure qui s'appelle l'ANRS MIE, dans laquelle je connais la qualité de la science qui s'y fait et le travail effectué. On a un peu de retard parce que la décision est toute récente. Cette décision a été prise à travers la nouvelle directrice ou présidente de l'Institut Pasteur, puisque sort de terre un nouveau bâtiment dédié uniquement à l'infectiologie. On a été un peu faible, c'est sûr, parce que les thématiques ont plus porté les collègues chercheurs, mais toute la chaîne de valeur et l'industrie en aval, à aller plutôt faire des pathologies comme l'oncologie que vers l'infectiologie, parce que l'infectiologie, c'est triste à dire, mais ça se soigne bien finalement. Sébastien, Mélissa, c'est à vous. Vos questions à notre invité. Sébastien, d'abord. Oui, juste pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Avec des questions plus courtes, oui. M. Berta. Je suis surpris, moi, avec votre parcours politique, puisque ça fait longtemps que vous êtes adhérent au MoDem. J'ai créé le MoDem dans le Gard. Voilà. Que vous n'avez pas pris conscience à un moment donné de la difficulté d'être politique, avec tout ce que ça comprend, c'est-à-dire les coups, les mauvais coups, les gens des fois en face de vous qui sont pas du niveau de votre connaissance, qui peuvent dire aussi des bêtises, et jeter l'éponge à un moment donné. Alors quand je dis ça, c'est pas pour vous jeter la pierre, mais dans un moment aussi qui était très critique. Et moi je pense que justement, en voyant que l'Assemblée nationale avait été dissoute, le tuilage n'avait pas été fait avec Aurélien, qui doit être sans doute un très bon candidat, mais il n'y avait pas eu de tuilage, et je pense que quand vous avez décidé de ne pas y aller, il était plus en difficulté qu'autre chose. Alors après, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, ça aurait peut-être été vous, c'était peut-être pareil,
Mais c'est dommage de ne pas avoir tenté. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de tuilage, puisque Aurélien, on se connaissait déjà depuis un moment, c'était mon suppléant, donc il a fait... Oui, mais on ne le voyait pas trop. En fait, je veux dire, il n'était pas vraiment... Il a fait, et de façon remarquable, toute ma deuxième campagne. En plus, à l'inverse de mon humble personne, lui était élu local. Hein, il avait sa place à l'agglo, il avait sa place comme adjoint de mémoire adjoint à la mairie de Redescend, donc il connaissait bien à l'urbanisme. À l'urbanisme en plus, qui n'est pas une mince affaire lorsqu'on fait de la politique locale. Donc le tuilage, il est toujours incomplet. On souhaiterait toujours effectivement avoir plus de temps. C'était bien l'idée de notre binôme, c'était de se donner un peu plus de temps et en particulier d'avoir une année de plus. Mélissa, votre question à notre invité. Alors je vais essayer de faire court. Ma question c'est sur la jeunesse. Donc je me dis, avec l'importance de l'abstention aujourd'hui, je crois 33%, et le sentiment d'abandon que la jeunesse peut avoir, pourquoi un jeune aujourd'hui devrait-il encore croire en la politique ? C'est une très bonne question. Il est obligatoire qu'il en soit ainsi. Ou alors, ça veut dire qu'on abandonne la démocratie, tout simplement. Et c'est vrai que je crois qu'on ne démontre pas assez en permanence à notre jeunesse, mais c'est pas bien nouveau ce que je vais raconter. La chance que nous avons de vivre dans une démocratie, la chance de pouvoir débattre là ce soir ensemble, de dire un peu tout, un peu n'importe quoi aussi parfois. Hein. Et donc, ce message-là, et malheureusement, il y a beaucoup d'autres messages aussi pour lesquels ce serait le cas. On en parlait en off tout à l'heure. C'est un peu la problématique de la faillite de notre modèle éducatif et qui n'est pas nouveau. Moi, je peux en parler pendant des heures. J'ai ma propre opinion là-dessus. Ça part de très loin. Ça part probablement des années 70 d'ailleurs. Où on n'a pas vu deux choses. Un, c'est que quand on veut penser qu'un métier est important, on y met le paquet, c'est-à-dire qu'on en fait les métiers de transmission de connaissances. Pour moi, ce sont des métiers princeps dans un pays, dans une économie de la connaissance a fortiori, et donc on y recrute les meilleurs. Aujourd'hui, dans l'enseignement, on le sait, et ça sera malheureusement le cas bientôt, et c'est peut-être déjà un peu le cas dans la recherche. On recrute par défaut. Vous êtes dans une économie de la connaissance, les deux métiers fondamentaux, c'est la transmission de savoir et la création de savoir. Et nous, on n'a jamais mis le paquet. On a laissé, on a même entrevu le métier d'enseignant. L'archétype, c'était quoi ? Dans les années 80-90, c'était un couple. Je parle d'une bourgeoisie moyenne. Le mari ingénieur, la femme enseignante. C'était un métier, c'est devenu un métier d'appoint. Et c'est un métier qu'on a laissé tranquillement tirer vers le bas, tout simplement parce qu'on ne l'a pas rémunéré et qu'on n'y a pas attiré ce qu'on aurait dû attirer, c'est-à-dire l'élite l'élite de la nation. Allez, François. Oui, je vais Deux dernières questions très rapidement. Je vais être plus prosaïque. Je vais revenir sur les affaires locales, la politique locale, mon cher ancien député. Vous avez lu certainement Objectif Gare ce matin et on a appris donc votre ami encore, j'imagine, Yvan Lachaud, avait encore envie de retourner au municipal. Comment vous jugez cette envie ? Comment, vous qui avez abandonné toute velléité politique, et lui, il est encore là, il a 72 ans, il a envie de refaire une campagne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je n'ai pas à juger d'une décision qui lui est somme toute personnelle. Moi, je n'adhère pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut tourner la page. Alors c'est sûr que c'est... En plus, pour lui, ce serait très facile de le faire, et ça, depuis de tout temps. Il fait partie... et je pense en faire partie aussi des rares politiques locaux qui avons une profession, puis même peut-être quelques réussites dans leur carrière. Et je trouve que à un moment donné, il faut savoir regarder devant et pas regarder derrière. Donc, est-ce qu'il a ça dans la peau ? En fait, c'est un peu la problématique. Moi, je suis jamais tombé là-dedans parce que pour moi, je savais que c'était pas mon monde, mais c'est une espèce de drogue, le pouvoir. Et puis, n'en faites pas uniquement une drogue liée aux émoluments que ça peut ramener, parce que, très sincèrement, il y a beaucoup d'acteurs qui ne font plus du tout ça pour... je ne sais pas, moi je sais qu'en tant que député, après impôt, je devais gagner 4 500 € par mois, donc je n'ai pas peur de le dire. Et alors que les gens se font une image, voilà. C'est beaucoup, 4 500 € par mois, j'en suis conscient. Mais
pour des acteurs d'un certain niveau, franchement, ça peut pas être le moteur. Le moteur, c'est une espèce de drogue. C'est une espèce de drogue et qui rend ces gens-là. Je sais pas, moi, il y a des moments où je me dis, est-ce qu'on pourrait pas faire un système politique, je rêve, je vais dire n'importe quoi, mais je peux me le permettre, où finalement on rentre dans la vie publique 7 ans. On vous accompagne pour y rentrer, quelle que soit votre situation antérieure, votre métier, le type de métier, et on vous raccompagne dans votre situation antérieure au bout de 7 ans. C'est pas le corps de même. Une toute dernière question, François. Oui, elle est toujours politique, avec un paysage politique aujourd'hui assez fracturé. Une droite, on le voit divisée. En plus, si les centristes y mettent leur petite potion aussi. Une gauche pas encore unie. Et comment vous analysez, vous, et un RN qui a beaucoup de force. Donc comment vous analysez cette situation moi, politique? je vais rester désespérément très binaire. Il y a un champ qui s'appelle le champ des républicains démocrates, et puis il y a l'autre. Si effectivement le champ des républicains démocrates veut continuer à ne pas voir la réalité du temps, ils continuent leur petit chicaya et leur petite guerre de pouvoir, qui somme toute est assez lamentable, effectivement on va tout perdre. C'est tout. Donc maintenant, et quand le champ est large, hein, j'englobe, je crois qu'on va bientôt avoir la visite de Cazeneuve. Moi, j'ai beaucoup de liens du côté des sociodémocrates, puisque moi, je me définis comme démocrate social. Ouais, donc on joue sur les mots. Mais il faut vraiment maintenant que tous les démocrates s'unissent, parce qu'il y a vraiment péril à la demeure. Le Rassemblement national ne fait pas partie de l'arc républicain. Ils ont le droit de se présenter aux élections, ils respectent la démocratie, puisque quand ils perdent, ils ne revendiquent pas la victoire. Qu'est-ce qui vous amène à dire aujourd'hui qu'ils sont en dehors du champ républicain ? Parce que c'est peut-être ça que les gens ne comprennent pas. Parce qu'à ce moment-là, il faut leur interdire de se présenter aux élections. Ils ont effectivement remarquablement bien travaillé leur image, lissé cette image, et ça a pris du temps. Ça s'est fait bien sûr après le départ du père fondateur de Le Pen, mais je dirais que l'arrière-boutique, pour les avoir côtoyés, puisque j'étais même pratiquement assis à côté d'eux dans l'hémicycle, et le fonds de commerce reste rigoureusement le même, avec une difficulté. Alors peut-être que cette difficulté peut un jour disparaître, mais quand moi j'ai perdu beaucoup de temps, en tout cas je m'occupais dans l'hémicycle, parce que j'ai dû passer des centaines et des centaines d'heures à essayer de décrypter les interlocuteurs que j'avais à écouter, voire même avec lesquels j'avais à interférer, par exemple en commission. Bon, ils ont fait des recrutements juste incroyables. Alors, des fois, de temps en temps, ça se voit quand même un petit peu, mais si vraiment il y avait un travail journalistique fait sur les recrutements dans leur rang, mais ces gens-là, ça n'importe pas. Il y a le chef, et moi je ne suis pas dupe. Aujourd'hui, hier, leur dieu c'était Poutine. On revient aux discussions initiales. Aujourd'hui, c'est un peu plus peut-être Trump. Mais en tout cas, ça n'a rien de démocrate. Mais vraiment rien de démocrate. Merci Philippe Berta d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir été là ce soir. Merci. On était ravis de vous accueillir.